Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'un des phénomènes les plus fascinants et complexes de notre biologie, le voyage épique de la reproduction humaine. En gros, c'est le processus microscopique qui rend littéralement notre existence possible. Alors c'est parti pour une exploration étape par étape pour comprendre la mécanique incroyable de nos cellules. Au programme de cette explication, d'abord les bases de la reproduction, ensuite on comparera la mitose et la méiose, puis on suivra le long voyage de l'ovogénèse, le cycle folliculaire, pour enfin terminer sur l'ovulation et ce qui se passe juste après. On attaque tout de suite avec un véritable casse-tête biologique et mathématique. Si chaque parent transmet la totalité de son matériel génétique, comment se fait-il que l'enfant ne se retrouve pas avec 2 fois plus de chromosomes que ses parents ? Eh bien, pour résoudre ce problème, la biologie a dû concevoir un système ingénieux où elle brise intentionnellement ses propres règles de copie, non seulement pour diviser l'information par 2, mais aussi pour créer une diversité génétique absolument unique. Ce qui nous amène à notre première partie, les bases de la reproduction. Le contraste entre nos cellules classiques et nos cellules reproductrices est total. Nos cellules corporelles de tous les jours possèdent 46 chromosomes. C'est ce qu'on appelle la diploïdie, l'encyclopédie génétique complète en quelque sorte. Mais nos gamètes, donc les spermatozoïdes et les ovocytes, n'en comptent que 23. Cette version réduite de moitié, l'haploïde, est une condition indispensable. C'est logique quand on y pense. C'est ce qui permet, au moment de la fécondation, d'additionner 23 et 23 pour reconstituer le manuel d'instruction parfait de 46 chromosomes. Passons à la deuxième partie, mitose versus méiose. Il faut bien distinguer 2 grands types de division cellulaire car ils n'ont rien à voir. La mitose, qui a lieu partout dans le corps, c'est un peu la photocopieuse cellulaire. Elle sert à grandir et à réparer les tissus en créant des clones parfaits à 46 chromosomes. La méiose, en revanche, est exclusive aux ovaires et aux testicules. Et là, fini le clonage. C'est une véritable machine à générer de la diversité qui aboutit à la création de 4 cellules uniques avec seulement 23 chromosomes chacune. Le vrai secret de cette diversité, c'est la méiose I, ce qu'on appelle la division réductionnelle. Lors d'une étape clé, le stade Pachiten, les chromosomes s'enlacent littéralement et échangent des morceaux entiers de leur ADN. Ce fameux crossing over, ce n'est pas du tout un accident. C'est un brassage délibéré qui garantit que chaque gamète produit sera une combinaison absolument unique au monde. Vient ensuite la méiose 2. Celle-ci ressemble un peu plus à une division classique, à une différence majeure près. Il n'y a aucune nouvelle réplication de l'ADN avant qu'elle ne commence. Les chromosomes se scindent simplement en 2. Le résultat final, des cellules prêtes pour la reproduction, équipées de 23 chromosomes tout simples. Troisième partie, le voyage fascinant de l'ovogénèse. 1 à 2 millions, c'est un chiffre colossal, n'est-ce pas ? Eh bien, ça représente le nombre d'ovocytes primaires avec lesquels une petite fille naît. C'est son capital définitif. Pendant la vie fœtale, les cellules se multiplient pour créer ce stock impressionnant, puis, stop, la production s'arrête définitivement, avant même la naissance. Mais l'histoire prend un tournant assez surprenant. Arrivé au moment de la puberté, ce stock initial vertigineux s'est littéralement effondré à environ 400 000 ovocytes. Cette perte massive, c'est un processus naturel de dégénérescence qu'on nomme l'atrésie folliculaire. Le corps effectue une sélection drastique bien avant que la vie reproductive active ne commence vraiment. C'est un parcours qui s'étale sur des décennies. En fait, l'ovaire se comporte un peu comme une pouponnière endormie. L'activité foisonnante de la vie fœtale s'interrompt brutalement et les cellules entrent dans une très longue pause, bloquées au stade de la prophase 1, parfois pendant plus de 10 ou 20 ans. Ce n'est qu'à la puberté que ce sommeil s'achève, relançant l'horloge mensuellement pour une toute petite poignée de cellules. Quatrième partie, le cycle folliculaire. Il faut savoir que le follicule, ce n'est pas juste un emballage inactif pour l'ovocyte. C'est un incubateur en pleine transformation. Au départ, au stade primordial, il est dormant. Ensuite, il s'épaissit au stade primaire avec une zone protectrice. Puis, au stade secondaire, il s'entoure de couches ouvrières, la granulosa et l'éthèque. Finalement, devenu une petite usine hormonale ultra complexe, il se remplit de liquide pour atteindre le stade de De Graaf. Là, il est prêt pour le grand saut. Ce qui nous amène à notre dernière partie, l'ovulation et la suite. C'est le moment de l'évolution finale, le dénouement. Le follicule mûr, complètement gonflé par le liquide accumulé, subit un pic hormonal extrêmement précis, le pic de LH. Sous l'effet de cette pression biochimique, la paroi cède tout simplement. L'ovocyte est littéralement expulsé de l'ovaire pour commencer son voyage vers la trompe utérine, emportant sa coquille protectrice avec lui. Mais attention à cette idée reçue. Comme l'indique très justement le texte source, l'ovulation ne marque pas la fin de l'histoire folliculaire. C'est une erreur commune de croire que l'ovaire a fait son job une fois la cellule libérée. En réalité, les restes du follicule rompu entament une nouvelle carrière vitale.
Le follicule vide se métamorphose instantanément. Ces cellules s'agrandissent, se gorgent des lipides et forment ce qu'on appelle le corps jaune. C'est quand même fou. Une structure faite pour incuber une cellule devient en un éclair une véritable glande endocrine. Temporaire certes, mais dont la mission est cruciale, sécréter massivement de la progestérone pour préparer le nid de l'utérus à une éventuelle grossesse. Pour terminer ce décryptage, voici une réflexion fascinante. Ce voyage cellulaire est d'une lenteur incroyable, marqué par des décennies de sommeil profond. Du coup, on peut légitimement se demander quel est l'impact du temps sur cette mécanique de haute précision. Comment le vieillissement général de l'organisme interagit-il avec ces gamètes figés depuis la naissance? C'est une question absolument fondamentale qui explique une grande partie des enjeux cliniques de la fertilité moderne et qui nous rappelle à quel point cette horloge biologique est à la fois sophistiquée et fragile. Merci d'avoir suivi cette explication.